C'est bon, je peux commencer? Ouais, tu peux lancer. Super. Bon, bah rebonjour à tous. Du coup, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc moi je suis data analyst et j'ai suivi la formation, mais je l'ai suivie en temps partiel, donc je la suivais en parallèle de mon travail. Donc je vais d'abord commencer par mon parcours. Donc j'ai fait d'abord mes études en actuariat. Donc l'actuariat, je ne sais pas si vous connaissez, donc en gros, c'est des mathématiques appliquées à la finance et à l'assurance. Donc, pour donner un exemple qui parle à tout le monde, un actuaire, c'est les calculs actuariels qui permettent de définir des primes. Par exemple, si vous avez une assurance automobile, vous et votre voisin, vous avez des primes différentes. Et en gros, c'est grâce à des calculs actuariels, par exemple, qu'on arrive à déterminer les primes qu'on paye. Moi, donc là, j'avais fait ça à Montréal, à l'Université du Québec à Montréal. Puis j'ai été analyste en actuariat pendant 1 an et demi dans un cabinet de services conseil. Et donc j'étais spécialisée en régime de retraite. Donc je m'occupais de portefeuille de clients et je faisais des calculs par rapport au régime de retraite des employés du client, parce que en Amérique du Nord, les régimes de retraite sont privés. Semi-privé, voire totalement privé. Et aussi, on faisait des calculs de solvabilité des caisses du client avec différents types de scénarios. Suite à ça, j'ai continué les études et j'ai fait un master en finance d'entreprise et gestion à Paris dans une école de commerce qui s'appelle Schema. Et en fait, en actuariat, c'est très 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 spécialisé. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'élargir mes compétences. C'est pour ça que j'ai fait un master beaucoup plus large. Et j'ai intégré, suite à mes études, la startup Comet, qui met en relation des freelances en tech et data avec des clients. Et j'ai commencé en tant que contrôleur de gestion dans le département finance. Et à un moment, en fait, je dépendais énormément de l'équipe data. Donc, parce que c'est eux qui me fournissaient les données que je devais mettre à disposition dans les reporting. Et à un moment, on n'avait plus d'équipe data et je me suis retrouvée coincée parce que j'avais pas mes données. Donc, je me suis auto-formée sur du SQL pour moi-même requêter mes bases de données et agréger mes données pour continuer à fournir les reportings de la boîte. C'est comme ça que je suis passée data analyst dans la même startup. Et pour consolider mes compétences, j'ai suivi la formation de DataBird en temps partiel. Donc, ce que je vous disais au tout début, en parallèle de mon travail. Donc, moi, c'était un peu différent. Donc, c'était plus le soir et donc voilà. Et donc là, depuis fin 2022, je suis data analyst dans la banque BNP Paribas. Et en gros, je suis dans une équipe d'expérience clients et collaborateurs. Donc voilà. Donc là, ce que je vais vous proposer comme type de talk aujourd'hui, donc je vais faire en gros, je vais vous balayer un peu les hard skills et les soft skills qu'un data analyst, les prérequis quoi, en hard et en soft skills. Et après, je passerai sur un use case que je trouve hyper intéressant parce qu'en fait, ça englobe un peu toutes les compétences qu'un data analyst doit avoir. Et en gros, c'est par exemple un des cas que j'avais eu lors d'un entretien parce que ça permet de challenger vraiment tous les types de compétences. Donc, premièrement, donc en gros, pour être data analyst, donc en termes de hard skills, vous l'avez vu et vous l'avez appris dans votre formation. Donc, le SQL, donc du SQL pour pouvoir requêter vos bases de données, pour aussi les analyser. Il y a aussi Python, de la data visualisation, c'est très important. Et aussi, on a tendance à l'oublier, mais aussi la suite Microsoft.
en fait, par exemple, Excel, PowerPoint, hyper important parce que en fait, on n'a pas besoin d'avoir des gros outils, des grosses machines. Juste avec du Excel, on fait déjà de l'analyse de données et on peut carrément faire de la data visualisation sur Excel parce qu'en fait, en plus, vous faites de l'automatisation de visualisation directement sur Excel. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'outils, comme j'ai dit, qui peuvent être coûteux ou autres. Donc, voilà. Et pour les soft skills, donc premièrement, un esprit analytique. Donc, aimer se casser la tête. Donc en fait, vous allez tout le temps être devant plusieurs types de données. Vous devez répondre à une problématique, vous devez répondre à un besoin ou autre. Donc un esprit synthétique, analytique. La communication, c'est hyper important parce que vous n'allez pas tout le temps avoir des personnes qui sont techniques devant vous. Donc bien faire passer le message, bien expliquer et aller directement être sharp et surtout quand on explique certaines données ou autres, les expliquer facilement pour les utilisateurs et bien évidemment travailler en équipe parce que surtout en data, on arrive un peu en milieu, voire en bout de chaîne. Donc, vous allez souvent être en relation soit avec des équipes IT, soit avec des data scientists, des data engineers par rapport aux données, parce que vous allez récupérer vos données. Enfin, les données qui sont pas agrégées, mais en gros, on va vous donner des bases de données, des datasets, et c'est à vous de les faire parler. Voilà. Donc, comme ce que je disais par rapport au use case que je vous propose ce soir, c'est donc la mise à disposition des données avec le dashboard. Et du coup, c'est pour… là, je vous fais vraiment toutes les étapes, et on va les voir ensemble, qui sont hyper importantes pour répondre toujours aux besoins de l'utilisateur. Donc, premièrement, on a le besoin. Donc, l'expression de besoin par les utilisateurs. Donc, c'est hyper important parce que vous allez être soit face en fonction de l'organisation, en fonction de l'équipe, de la grosseur de l'équipe, vous allez soit avoir un ou plusieurs utilisateurs et c'est eux, en fait, les utilisateurs finaux de votre travail. Donc, c'est hyper important de bien comprendre leurs besoins parce que, en fait, tout au long de ce process, il faut toujours garder en tête leurs problématiques et leur utilisation. Parce qu'en fait, à la fin, si vous répondez pas ou bien si c'est trop compliqué, en fait, ils vont pas l'utiliser. Tout ce que vous avez fait, ça sert à rien. Du coup, donc les KPI, donc les indicateurs clés qui sont importants. De quoi ils ont besoin. Pourquoi la fréquence. Donc, en fait, est-ce qu'ils ont besoin d'une mise à jour quotidienne, hebdomadaire, mensuelle? Donc, par exemple, si je prends un exemple au hasard dans le retail, imaginez un site de vente en ligne et vous avez l'équipe commerciale devant vous. Donc, eux, ils vont vous dire, par exemple, tous les matins, dès que j'arrive, la première chose que je fais, c'est que je vais aller vérifier le dashboard. Donc, à ce moment-là, avec les indicateurs clés, par exemple, je sais pas moi, ils mettent en vente un nouveau produit. Ils veulent voir, par exemple, le taux de clic sur ce produit-là. Donc, tous les matins, la fréquence. Donc, à ce moment-là, vous devez vous assurer de pouvoir rafraîchir cette donnée à la fréquence d'utilisation. Les types d'utilisateurs qui va utiliser en fait votre dashboard. Est-ce que on a besoin de quelque chose macro ou assez micro ou en fonction de leurs besoins. Les données disponibles, ça c'est important parce que la personne qui sera devant vous n'a jamais mis ou peut-être a déjà mis, mais en gros, c'est vous qui êtes responsable de mettre les mains dans cette donnée. Donc, par exemple, là, si je reprends l'exemple du taux de clic, si
on traque pas le taux de clic sur le site. Mais en fait, si de l'autre côté, l'équipe commerciale vous dit, ah, j'en ai besoin, vous devez vous dire, en fait, on n'a pas cette donnée, on peut pas la remonter, voir si on peut la faire remonter. C'est à ce moment-là où vous allez parler au data engineer, l'équipe IT, etc., pour voir si c'est faisable de la faire remonter. Et si c'est pas faisable, en fait, voir si c'est en fonction de leurs besoins. Peut-être il y a d'autres types de données dont ils ont plus besoin. Et aussi la qualité de la donnée. En fait, on a, en général, les données ne sont, un dataset parfait, ça n'existe pas. Donc, on n'a jamais un dataset super clean avec des données complètes, etc. Donc, voir, par exemple, si je reprends, c'est ce que je vais faire tout le temps, mais si je reprends l'exemple du taux de clic, si pendant 3 semaines, en fait, il y a un bug et ça remonte pas, en fait, il faut déjà anticiper ça. Il faut toujours avoir une longueur d'avance parce que vous, ça risque de vous, ça va revenir vers vous. Donc en fait, il faut anticiper tout ça. Donc ça, dès que l'expression de besoin est faite, vous faites vos checks par rapport à ce que j'ai dit, les données disponibles, la qualité, etc., ce qui est faisable. Et là, dès que c'est bon, on a cadré cette partie-là, on peut passer sur la maquette. Donc, en fait, on va faire une maquette du dashboard parce que vous n'allez pas vous lancer sur la création du dashboard qui peut prendre beaucoup trop de temps. Et on aimerait bien avoir des feedbacks de l'utilisateur au fil de l'eau. Parce que, en gros, si vous faites, si, comme j'ai dit, on prend par exemple 6 mois, j'exagère là, mais par exemple, on va prendre 2 mois. On va prendre 2 mois pour, ça prend 2 mois, tout ce process. Exemple. Si on arrive là, si on arrive à là, quand on met à disposition ce dashboard, et à ce moment-là, l'utilisateur dit, ah, mais en fait, non, moi, je voyais pas ça de cette manière, etc. Vous venez de perdre 2 mois. Alors que si vous faites une maquette, un truc simple, parfois, moi, ça m'arrive de faire des maquettes même sur papier, juste pour au moins qu'il y ait une illustration de leurs besoins, juste pour leur dire, en fait, voilà à quoi ça va ressembler. Et là, j'ai des retours et on itère en fonction, parce que encore une fois, ça dépend du type d'utilisateur que vous avez devant vous. Et si la personne devant vous vous dit, en gros, n'est pas du tout technique, n'a pas du tout connaissance de la structure des données, en fait, si vous lui proposez, vous lui faites une première proposition, à ce moment-là, il va se dire, ah ok, en fait, non, j'imagine pas ça de cette manière, parce que comme ça, peut-être que pour vous, c'est hyper logique, parce que c'est vous qui avez monté ça, vous êtes beaucoup plus technique que potentiellement la personne devant vous. Donc, là, c'est pour ça que je disais, par exemple, la communication, parfois, il faut faciliter le message. Donc, en gros, là, peut-être que la personne va te dire, en fait, ce graphique, moi, je le comprends pas, alors que pour vous, il est hyper fluide. Donc, c'est pour ça que moi, je propose tout le temps une maquette. Donc, comme j'ai dit, parfois même papier, c'est rapide, vous avez au moins votre idée et vous dites, voilà ce que je propose. Donc là, l'utilisateur va revenir vers vous en mode, non, moi, je veux ça, etc. Donc, voilà. Quand la maquette est validée, là, on commence à la data préparation. Et là, ça, c'est la partie qui est en même temps hyper fun, mais en même temps, c'est un casse-tête. Parce que c'est là où vous allez commencer à agréger vos données, vous allez faire votre analyse. Et c'est la partie qui va prendre le plus de temps. Et c'est là où vous allez vous retrouver devant beaucoup trop de données. Et en fonction, encore une fois, toujours garder, je sais que je le répète tout le temps, mais c'est hyper important, toujours garder le besoin de l'utilisateur. Donc, en fait, se dire, OK, donc en fait, si je fais comme ça, je réponds au besoin ou j'y réponds pas. Donc, là, en fait, on fait toute la data préparation pour le mettre à disposition comme dans la maquette qui a été validée. Quand cette partie-là est achevée, on passe au test. Donc là, en fait, on va prendre soit les utilisateurs qui sont autour de la table ou quelques-uns en plus ou autres, juste pour leur donner, leur donner ce dashboard pour voir s'ils l'utilisent et si c'est, si c'est ergonomique, s'ils ont vraiment est-ce que leur besoin a été, leur problématique, on y répond? Est-ce qu'on répond du coup à leurs besoins ou pas? Et là, encore une fois, vous allez voir, vous allez itérer avec l'utilisateur.
parce que là, clairement, c'est palpable, ils vont l'utiliser, ils vont voir à quoi ça ressemble, ils vont se projeter parce qu'en plus, c'est des données réelles. Donc, à ce moment-là, ils pourront dire ah ok, non, enfin, c'est pas cette partie-là, c'est parfait. Enfin, je pense que ça n'existe jamais où on répond à 100% parce que encore une fois, en fonction de la personne qui est devant vous, elle s'imaginait peut-être autre chose. Donc, on itère, on travaille et en fonction des changements, dès que c'est validé, à ce moment-là, on peut passer à la phase d'industrialisation, pardon. Donc, on le met à disposition de tous les utilisateurs. Il y a aussi toute la phase d'industrialisation, comme je l'ai dit, par rapport à si on revient à la question de la fréquence, à ce moment-là, si on a vraiment besoin que les données soient mises à jour quotidiennement, s'assurer qu'il n'y ait jamais de bug. Donc là, vous allez faire un peu de maintenance. Et aussi, ce qui est important, c'est du monitoring par rapport à ce que vous mettez à disposition. Vous pouvez voir si c'est consulté, si c'est quelle page, par exemple, si c'est plusieurs dans un dashboard, vous avez plusieurs pages. À ce moment-là, voir quelles sont les pages qui sont le plus consultées ou pas, et vous allez l'affiner. Donc voilà pour cette partie. Et du coup, la dernière partie que je vous propose, c'est parce que je sais que vous êtes en fin de session. Et donc, en gros, ça, c'est par rapport au cas d'entretien et comment préparer son entretien. Donc, je donne, par exemple, des petits exemples de tests techniques. Donc, premièrement, par exemple, on peut avoir des tests sur du SQL ou du Python. Donc, parfois, on peut avoir soit des séries de questions, soit on vous fournit carrément un dataset et on vous dit, voilà, en fait, répondez à telle et telle question. Sinon, on veut juste tester votre logique. Et parfois, par exemple, moi, ça m'était déjà arrivé. C'était juste pour tester ma logique par rapport à la construction des requêtes. C'était vraiment une question pure SQL. Et on m'a juste expliqué comment étaient structurées les données. Et on m'a dit, en fait, moi, je voudrais récupérer telle et telle donnée et je voudrais répondre à cette question. Donc là, moi, j'avais fait ma requête et j'avais oublié ce que je devais vraiment mettre comme type de formule. Et bon, bien évidemment, en entretien, on n'a pas Internet, donc je pouvais pas aller consulter. Mais là, ça, je l'ai clairement dit à la personne qui me faisait passer le test, et j'ai dit bon, dans ce cas-là, je me souviens plus de vraiment la formule exacte, mais j'aurais fait comme ça. Il vaut mieux se dire, ok, je vais faire ça de telle manière et expliquer votre logique par rapport à la structure de votre requête. Enfin, parce que dans tous les cas, vous serez toujours, on connaît pas tout de toutes les formules, etc. Vous serez toujours là en train de checker sur Internet. Vous allez prendre des bouts de code ou autre. Donc, la personne devant vous le sait, mais c'est juste pour checker si vous avez bien compris le sujet. Oui. Excuse-moi de te couper. Est-ce que tu peux nous dire en fait c'était quoi un peu la question qu'il m'avait posée? Pour qu'on ait une idée en fait. En fait, la question qu'il m'avait posée, moi j'avais une structure, on m'avait expliqué comment les données étaient structurées en général. Et par exemple, je sais pas moi, il m'a dit je voudrais récupérer tous les clients qui ont les majeurs par exemple. Et je sais pas, par exemple, je me souviens plus comment faire mon diff, ma différence de date, etc. La structure exacte. Et ça, j'avais juste expliqué rapidement comment le faire et la logique qui était derrière. Parfois, ça peut être ça. Mais c'est juste, il fallait voir parce que à ce moment-là, je codais devant la personne, mais je codais sur du Word. Donc, en fait, j'étais juste en train de taper sur mon clavier en disant, je fais un select sur telle et telle donnée de cette table avec la condition X ou Y. Sinon, on peut vous faire aussi des tests qui peuvent prendre un peu plus de temps. Et ça, en gros, on peut vous envoyer
un dataset par email ou dans un environnement sécurisé. On vous envoie un dataset et on vous dit, soit on vous donne un type d'analyse, par exemple, on vous dit, si je reprends mon exemple de tout à l'heure là sur le dashboard, on vous dit, je suis directeur commercial et je voudrais avoir tous les matins mes données sur mon périmètre. À ce moment-là, et on vous fournit un peu plus de détails que ce que je vous ai dit par rapport au périmètre de telle et telle personne. Et à ce moment-là, on vous donne, enfin en fonction, je sais pas, on peut vous donner une semaine ou quelques jours pour préparer ça et vous, à un autre entretien, vous présenter ce que vous avez fait. Donc, donc dans ce cas-là, vous faites carrément un dashboard et avec des données fictives qui vous ont mis à disposition. Sinon, il y avait une autre question à laquelle j'avais pensé, c'était par exemple les types de graphiques pour un type de données. Par exemple, on vous dit si je veux, c'est juste ça, c'est vraiment une question liée à la data visualisation. Donc c'est juste pour voir, parce que un graphique, un histogramme, c'est sur une évolution, c'est pas un camembert. Donc c'est juste pour voir en fonction des données qu'on va vous mettre à disposition, on va vous dire ok, moi je veux voir par exemple l'évolution de mes ventes sur telle période. À ce moment-là, potentiellement, il faudra utiliser un graphique avec des courbes ou des histogrammes ou un graphique combiné. On peut vous poser des questions comme ça. Après, ça c'est ce que j'ai mis aussi dans ma slide d'avant, c'était vraiment de s'assurer de la qualité de données, parce que comme j'ai dit, dans tout environnement, des données parfaites, super clean, ça n'existe pas. Il y aura toujours des bugs et surtout, parfois en entretien, on peut vous fournir un dataset qui n'est pas parfait. Et donc, en gros, d'abord, checker la qualité de la donnée. C'est hyper important parce que, et ça, la personne devant vous ne va pas vous le dire, ne va pas vous dire, en fait, elle va juste vous dire, je suis directeur commercial, voilà, je veux quelque chose sur mon périmètre. Si à ce moment-là, quand vous allez commencer à analyser, donc la première partie, la qualité de la donnée, quand vous commencez à avoir énormément d'anomalies, etc., c'est hyper important de le mettre d'en parler pendant l'entretien quand vous présentez votre travail, parce que là, ça veut dire que vous avez bien compris la structure des données. C'est pas vous exécutez directement. Il y a une réflexion derrière ça. Vous avez analysé avant de vous lancer directement dans la construction, dans l'exercice qui a été demandé. Donc, c'est ça ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Je pense que j'ai parlé un peu vite. Mais du coup, voilà. Donc, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Moi, j'ai une petite question. Oui. C'est un peu précis là, parce que comme tu nous as donné des exemples précis, en fait, supposons qu'on ait une base de données sur SQL et tout. En fait, moi, j'ai vraiment la question, quand est-ce qu'on va basculer sur Python? Et est-ce que si on bascule de SQL à Python, on peut aussi refaire l'inverse après? On amène les données sur Python pour les manipuler, pour les nettoyer, etc. Et après, on les ramène sur SQL, par exemple, pour refaire nos requêtes, etc. Ouais. Avant de faire la visualisation de tout ça. On peut faire ça? Exactement. On peut faire ça. On peut d'abord nettoyer. En fait, après, ça dépend. C'est sûr que pour le nettoyage de données, c'est sur Python qu'il faudra le faire. Donc, on peut nettoyer sa donnée sur Python et après continuer directement sur Python et après mettre à disposition sur la data visualisation sur un. Pardon? En fait, je pense qu'il n'y a pas de mieux. Ça dépend de l'entreprise. En gros, ça dépend de l'entreprise, ça dépend des outils, ça dépend aussi de l'appétence à la personne. Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé de d'abord nettoyer ma donnée sur Python, après de basculer sur SQL pour requêter, etc. Et après, de mettre à disposition. Après, si vous voulez, vous pouvez tout simplement rester sur Python et après directement basculer les données et faire de la data vise. Donc vraiment, ça dépend du contexte. Mais en fait, c'est tant que vous maîtrisez les trois avec la data visualisation,
c'est ce qui est le plus important. Et aujourd'hui, dans ton travail, toi, tu fais plus du SQL ou du Python? Aujourd'hui, je fais un peu des deux. En fait, ça dépend, ça dépend. Parfois, je nettoie ma donnée sur Python, comme j'ai dit, et après, je vais la basculer sur SQL. Sinon, parfois, je fais que du SQL, et parfois, je vais carrément, en fait, en fonction, parfois, c'est juste une analyse que je dois faire. Soit je vais la faire tout simplement de A à Z sur SQL, ou bien je vais la faire de A à Z sur Python. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta trame quand on te donne une problématique, comment tu réfléchis en fait, dès le départ? Qu'est-ce que tu fais en premier? Les trucs que tu fais tout le temps pour n'importe quelle problématique, est-ce que tu as un peu un chemin que tu suis dans ta vie? Ouais. Bah, en fait, ça revient un peu à ça. C'est juste la partie, maquette ou autre, mais toujours toujours la partie données disponibles, qualité de données, ça c'est primordial. Vous allez toujours voir comment est faite la donnée, ce que vous avez à disposition encore, parce que c'est toujours la même chose. Par exemple, un utilisateur qui n'a absolument rien à voir peut vous demander une analyse, mais il n'a pas connaissance des données parce qu'il est à des milliers. Enfin, c'est pas du tout son département. Il est pas du tout dans le technique. Donc, à vous de voir si vraiment cette donnée est disponible. Et en fonction, ou bien par exemple, même si la donnée en tant que telle n'est pas disponible, essayez de trouver un moyen. Par exemple, je sais pas moi, si on vous dit l'heure de connexion, essayez de voir si on peut s'approcher. Ça sera pas parfait, mais toujours trouver un moyen pour répondre aux besoins. Parce que quand l'utilisateur arrive et a une problématique, faut pas se dire, faut pas, lui, il en a besoin pour son travail de tous les jours. Donc, essayez de voir comment contourner ce manque de données pour trouver la solution. Après, donc, la qualité de données, la donnée disponible. Et après, c'est la préparation. Et c'est là où vous allez commencer à faire des tests. Donc, toujours faire des tests, voir, parce que quand on va vous donner une analyse à faire, déjà, vous allez passer, itérer sur plusieurs scénarios pour répondre à la donnée. Et toujours, c'est hyper important. Et ça paraît logique, mais parfois, parce qu'on n'a pas le temps ou autre, mais toujours vérifier la donnée, ce qu'on met à disposition. Toujours checker une deuxième fois, vraiment qu'on soit sûr de ce qu'on met à disposition. Parce que dites-vous que quand vous le fournissez, la personne de l'autre côté s'attend à pouvoir l'utiliser directement. Donc voilà. Oui. Là, dans ton use case, c'est un dashboard. Est-ce qu'il y a aussi, tu parles d'analyse, est-ce qu'il y a parfois juste une réponse à une question ou est-ce qu'à chaque fois, tu as un dashboard à faire en fait pour… Non, pas forcément. On peut répondre à une question. En fait, on peut parfois demander à tester des hypothèses. Parce que, en gros, un autre exemple, c'est pas forcément ça. En fait, quand j'ai mis cet exemple du dashboard, c'est juste que je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça reprend vraiment toutes les compétences. À chaque étape, on teste une nouvelle compétence. Mais on fait pas forcément que des dashboards. Parfois, on fait une analyse, donc on teste une hypothèse. Par exemple, l'utilisateur se dit, je sais pas moi, les personnes qui cliquent sur tel produit, en fait, c'est ceux qui ont entre 18 et 25 ans, par exemple. Mais lui, l'utilisateur n'a pas cette donnée. À vous de tester pour voir si clairement, et ça peut être très rapide. C'est pas forcément des longs. À chaque fois, c'est des hypothèses. On peut te demander aussi qu'est-ce que je devrais faire pour mieux toucher les 18-25 ans. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Oui, et à ce moment-là, ça peut être à toi d'arriver avec. Là, tu dois analyser le comportement des 18-25 ans pour voir, par exemple, là, la question, c'est qu'est-ce que je dois faire pour plus les toucher? À ce moment-là, c'est analyser leur comportement. Donc, potentiellement, voir je sais pas si c'est possible, mais ça peut l'être. Mais en gros, voir à quel moment ils se connectent. S'ils se connectent,
de 7h à 10h du matin, c'est eux qui représentent le plus la population des personnes qui se connectent. À ce moment-là, peut-être potentiellement mettre en avant le produit à ce moment-là et non et après, en gros, en fonction de la population qu'on cible, mettre en avant d'autres produits. Oui. Je voulais savoir un petit peu tout à l'heure, tu as parlé d'avoir un esprit analytique et savoir aimer se casser la tête. Je voulais savoir comment tu faisais ça, sachant que des fois, on peut avoir des pertes de patience qui arrivent un petit peu à tout le monde, on peut avoir des saturations. Je pense que, attends, regarde, tu as dû l'avoir. Et comment est-ce que tu arrives à être indépendant dans ce genre de situation? Parce que nous, par exemple, nous avons toujours quelqu'un des intervenants qui peut nous aider dès qu'on galère, mais nous, on sera un petit peu au fait accompli en entreprise. Donc, je veux savoir un petit peu comment. Oui, en fait, ça m'est déjà arrivé où, au bout d'un moment, j'ai envie de me tirer les cheveux. Enfin, je suis en mode, j'y arriverai pas, etc. J'avais oublié de préciser aussi que à la fin, il y a un sentiment de satisfaction qui est, c'est ça. Et ça, j'ai oublié. Donc ça, en fait, quand on y arrive, on a un sentiment de satisfaction énorme parce que la tâche a été accomplie. Mais aussi par rapport à tu vas jamais te retrouver seul. T'es pas tout seul. Même des personnes qui ne sont pas techniques, eux, par leur expertise, peuvent t'aider. Parce que, par exemple, toi, tu es technique sur le sujet, mais par exemple, le directeur commercial, si tu lui affiches les chiffres, par exemple, toi, tu te dis, OK, à mon avis, une augmentation d'un jour à un autre de 3000%, c'est pas possible. Mais à tout moment, c'est possible. Mais toi, tu ne peux pas être sûr de cette donnée. Tu vois la personne dans le commercial pour valider la donnée. Parfois, bon, c'est évident, mais tu vas jamais te retrouver seul. Et c'est pour ça aussi, quand je mettais une des soft skills, c'était travailler en équipe. C'est hyper important parce que vous serez jamais seul. Il y aura toujours soit l'IT, soit autre, soit par exemple les experts du métier qui pourront vous aider sur le sujet. Et n'hésitez pas à demander de l'aide aux personnes autour. Parce que c'est ça qu'en fait, quand on se retrouve, on a envie de se tirer les cheveux, on se dit, mais je vais pas y arriver, etc. Parfois, c'est juste une personne qui te dit, en fait, c'est pas possible, cette donnée, on l'a pas. En fait, si vous, par exemple, sur la donnée indisponible, si vous cherchez, vous vous dites, mais c'est impossible. Si l'utilisateur voulait cette donnée, ça veut dire qu'elle existe. À ce moment-là, vous cherchez, vous la trouvez pas, vous comprenez pas, etc. Potentiellement, demandez à une autre personne, par exemple, la personne en IT qui va vous dire, en fait, on n'a jamais, eux aussi ont un cahier des charges au début. En fait, quand ils vont développer quelque chose, ils vont dire, en fait, au début, on nous a jamais exprimé ce besoin. Donc, on l'a jamais remonté. Donc, à ce moment-là, là, on se tire plus les cheveux. La donnée n'est pas disponible. À voir comment trouver autre chose. Et à ce moment-là, peut-être revenir en arrière et la personne en question peut commencer à faire remonter la donnée. Après, il y a une perte d'historique à prendre en compte, mais à se dire, en fonction du besoin de l'utilisateur, à ce moment-là, OK, on peut te faire refaire remonter la donnée maintenant, mais dis-toi que l'historique, tu l'auras pas. Et en fait, juste itérer toujours. En fait, ne jamais avoir cet effet, en gros, dans tout ce cheminement, que ça soit du dashboard, que ça soit une analyse ou autre, en fonction du temps que vous avez. Déjà, de l'autre côté, c'est pas, en fait, cet effet de tunnel, c'est jamais agréable à avoir. Donc, de l'autre côté, consultez tout le temps la personne qui vous a fait son expression de besoin et itérer avec elle. Parce que si ça se trouve, cette personne-là, au début, en fait, moi, au début, ce que je fais au tout début, je dis, c'est la fête, on fait une liste au Père Noël, donne-moi tout ce que tu veux avoir, et moi, je vais voir après, et je précise ça, bien sûr, et je vais voir ce que je peux faire, ce qui est disponible et ce qui n'est pas disponible. Et après, en fait, même les pires des dashboards qui ne seront jamais consultés, c'est ceux avec beaucoup trop d'infos. Quand on a trop d'infos, en fait, il n'y a aucune info clé qui ressort. Et donc, en gros, se dire, OK, tout ça, tu en as besoin. Quelles sont celles qui sont importantes pour toi? À ce moment-là, celle-là n'est pas disponible. Est-ce qu'elle était vraiment importante? Est-ce que c'était une priorité ou pas? Donc, toujours itérer avec les personnes. Okay. Ouais. Et à la BNP, toi, tu fais sur quoi? Tu as de l'afro, tu fais un petit peu de… En fait,
Ouais, un peu de, enfin, c'est pas forcément à la BNP, mais en gros, partout, ce qui est bien, en fait, en tant que data analyst, c'est que vous pouvez vraiment travailler dans tous les secteurs. Parce que vous avez l'aspect technique et aussi l'aspect soft par rapport aux données. Parce que ça soit des données bancaires ou des données d'un site, du e-commerce ou autre, ça reste quand même des données que vous pouvez manipuler. Ok, merci. Oui. Tu as parlé de qui consulte quelle page dans Oui. le dashboard. Est-ce qu'il y a un outil pour tracer ou c'est comment ça se passe? Alors oui, il y a des outils, je les ai pas en tête là, mais je pense que les outils de data visualisation, en fonction de comment tu les mets à disposition, je pense que tu peux traquer aussi. Par rapport à Power BI, il y a... Power BI, moi je suis novice sur Power BI, je pourrais pas te répondre, mais ça doit exister. Ça doit. Dans quel outil vous utilisez Sur la data visualisation, j'en fais sur Tableau ou bien sur Google Data Studio. Et c'est ce que je disais au tout début aussi, parfois, ça m'arrive de le faire sur Excel. Parce que parfois, c'est beaucoup plus rapide. Enfin, parce que après, moi, j'adore Excel. Donc, moi, parfois, j'exporte juste, surtout quand on n'est pas limité par le nombre de lignes. Parce qu'en fait, le problème d'Excel, c'est que dès qu'on dépasse un certain nombre de lignes, ça y est, il commence à ramer, ça prend du temps. On a tous été confrontés à ça. Mais du coup, parfois, quand vous n'avez pas beaucoup de lignes, parfois c'est beaucoup plus rapide. Allez, bim bam, on fait ce qu'on a. Juste quand vous devez juste sortir un ratio ou autre, ou bien si vous êtes dans un environnement, etc., vous utilisez dans l'environnement. Mais on peut l'utiliser partout. En fait, aussi, ça j'ai oublié de le répéter, de le dire, faut pas, quand vous voyez par exemple les offres d'emploi, etc., c'est sûr que quand ils disent vraiment un expert en tant qu'un certain outil, oui, ça, c'est un prérequis. Par contre, ne pas se bloquer sur le type d'outil que l'entreprise utilise. Parce que tant que vous avez la logique et vous avez déjà du SQL, du Python, vous avez déjà fait de la data visualisation, etc., l'outil, ça s'apprend. En fait, en plus, les outils d'aujourd'hui sont très faciles d'utilisation. Et en plus, on a Internet. Et en gros, à chaque fois que je bug, moi, Google est mon ami. Donc directement, checker, vous avez tout le temps l'information. Donc vraiment, ne pas se braquer parce que cette entreprise utilise tel et tel outil. Et moi, je sais pas l'utiliser, par exemple. Vous avez aussi des tutos des tutos vidéo pour voir comment utiliser l'outil. Donc, vous pouvez déjà comprendre un peu la structure. Et comme je disais, les outils en général aujourd'hui sont assez intuitifs. Donc voilà. Moi, j'ai une question aussi. Excuse-moi, un peu En fait, j'ai une question par rapport à la durée. Ça va prendre combien de temps que tu finis un projet? Chaque étape, comme tu as précisé, pour identifier le besoin. Et la deuxième question, c'est est-ce que ça peut arriver que le client doit revenir l'étape précédente? Oui. En fait, pour le temps, tout dépend du besoin principal. En fait, si on te dit faire une analyse rapide par rapport soit à un test d'hypothèse, soit à répondre à une question, c'est pas le même temps que de construire tout un dashboard qui sera utilisé par exemple, enfin, je vais dans un cas extrême, mais par 20 000 personnes. C'est pas le même temps. Par contre, c'est sûr qu'il faut se fixer des deadlines, des échéances à chaque étape. Et du coup, en moyenne, par exemple, faire du 3 semaines, ça peut à chaque étape. Mais après, par exemple, si la data préparation vous prend beaucoup plus de temps, c'est pas grave. En gros, il faut juste informer, il faut communiquer, il faut toujours, comme ce que je disais, ne pas laisser cet effet de tunnel de l'autre côté. Vraiment, communiquer avec les utilisateurs finaux et leur expliquer et
on peut revenir sur l'étape d'avant. Par exemple, là, je donne un exemple, le scénario qui est pas cool. Donc, par exemple, si le besoin est exprimé, le besoin initial, c'est bon, vous avez checké toutes les cases, tout va bien. Vous passez à la maquette, elle est validée. Vous faites la data prep, tout est validé, vous le passez en test et à ce moment-là, en fait, on te dit ah mais je comprends pas, etc. C'était pas ce que j'avais demandé. Si ça se trouve de l'autre côté, parfois c'est pas forcément votre faute. Hein. Parfois, ça peut être l'utilisateur qui a mal exprimé son besoin ou lui-même qui s'imaginait autre chose et tout. C'est pour ça que la maquette est importante. Mais à ce moment-là, imaginez que la personne devant vous, je donne vraiment un cas extrême, mais la personne devant vous a validé en se disant oui, je te fais confiance, etc. Au final, là, dans le cas que je cite, on revient au tout début à l'expression de besoin. Donc, ça peut, parce que là, c'est un nouveau besoin qui était soit mal exprimé ou autre. Et là, ça prend beaucoup plus de temps. C'est pour ça que parfois, c'est hyper important de bien cadrer. C'est pas parfois, c'est toujours hyper important de bien cadrer cette partie-là pour qu'on soit sûr de répondre aux besoins et à la question initiale. Mais si de l'autre côté, en gros, ça a mal été exprimé, c'est pas de votre faute. Ça peut arriver. À ce moment-là, si c'est mal exprimé, normalement, on devrait voir ça au niveau des maquettes. Si on voit pas tout. Oui, normalement. Mais imagine, là, j'ai donné un cas, mais vraiment extrême et normalement, ça arrive pas. Mais là, j'ai fait le pire des scénarios où c'est exactement ce que tu dis, c'est que à ce moment-là, ça a été validé sans être réellement validé. Mais parfois, ça peut arriver parce que la personne de l'autre côté, imaginez, elle a pas le temps, elle te dit oui, toi, tu pars parce que c'est bon, ça a été validé, tu commences la data prep, etc. Il faut toujours s'assurer qu'on répond aux besoins et parfois, il y a des risques, mais ça n'arrive très peu, j'espère. Mais ça peut arriver. Tu avais une question? Oui, j'ai une question sur les évolutions, parce qu'on parle souvent du métier data analyst et tout, mais est-ce que toi tu te projettes sur une évolution de carrière dans le secteur ou est-ce que tu comptes te spécialiser sur une autre facette de la data et prendre un poste dessus? Pour l'instant, moi j'aime bien me casser la tête. Donc j'aime bien avoir vraiment les mains dans la donnée. Après, ce que j'adore aussi dans le métier de data analyst, c'est d'avoir le pied avec du côté pur technique et en même temps le pied dans le business. Donc pour l'instant, je suis bien en tant que data analyst et je touche à plusieurs types en gros entre les compétences surtout dans les soft skills par rapport à bien comprendre, faire cet intermédiaire. En fait, ça me change que d'être tout le temps en train de calculer ou d'analyser, d'agréger des données. Donc, mais en fait, surtout aujourd'hui, je pense, le métier de data analyst, c'est en fait, surtout avec la formation et vous pouvez faire plusieurs choses. C'est pas juste data analyst, mais en gros, même analyste sans que ça soit pur technique, etc. Il y a plein d'offres d'emploi. Il faut juste vraiment lire le descriptif de l'emploi sans se bloquer sur l'intitulé. D'accord. Ouais. Bon, il a décidé que c'est non. Je voulais demander aussi si vis-à-vis de, c'est vrai qu'on aborde assez peu ce sujet, mais vis-à-vis du storytelling, comment tu présentes un petit peu comment tu expliques un peu la data que tu accueilles, d'un produit à ton client. C'est-à-dire comment tu arrives à bien retranscrire des chiffres en quelque chose d'assez compréhensible à l'oral pour les présentations. Ça dépend de mon audience, ça dépend de la personne que j'ai devant moi. Toujours utiliser des mots simples, parce que si on va commencer par dire, surtout aujourd'hui avec tout le franglais qu'on a, etc., on utilise parfois aussi des termes techniques qui pour nous sont tout à fait normaux, mais de l'autre côté, c'est tout à fait normal, mais de l'autre côté, ça peut braquer une personne et la personne devant vous, parfois, n'osera pas dire « Ah, j'ai pas compris ».
Donc, le message ne passe pas. Toujours essayer de simplifier et de se dire, toujours se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'y connaît rien. Mais vraiment n'y connaît rien. Et est-ce que ce que je fais, c'est compréhensible? Est-ce que le message passe? Aussi, se dire quand je mets à disposition un support, si la personne qui consulte le support, par exemple, si elle n'a pas eu tout l'historique, est-ce qu'elle s'y retrouve? Parce que si, par exemple, dans un dashboard, ça a l'air logique, mais mettre des titres et des titres compréhensibles. Pas passer par des acronymes, pas faire, parce que vous manipulez, c'est votre donnée, vous savez, vous connaissez le périmètre, vous utilisez ces acronymes. La personne qui potentiellement le consulte tous les jours aussi, mais une personne qui va de temps en temps le checker va pas savoir à quoi correspond ces données-là. Donc vraiment se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'y connaît rien. Merci. Oui. Si tu avais des conseils très terre à terre à nous donner en tant que novice, ça serait quoi un peu comme conseil? Si on commence demain dans une entreprise, c'est quoi un peu les trucs à savoir? Un conseil, et ça vaut pas forcément pour un poste de data analyst, mais déjà ne pas avoir peur de poser des questions. Toujours, en gros, les personnes les personnes qui sont dans votre équipe ou autre, elles sont là, si ça se trouve, depuis bien longtemps que vous. Et elles ont été confrontées aussi au même problème que vous, en gros aux mêmes difficultés. Donc ne pas avoir peur de poser des questions et aussi de relativiser. En fait, surtout dans la prise de poste, moi c'est toujours, au début dans la prise de poste, on est vraiment dans des montagnes russes. Moi ça m'est souvent arrivé où la première semaine j'ai l'impression de tout comprendre. La semaine d'après, je me dis, mon Dieu, j'ai rien compris. La semaine d'après, j'ai tout compris. La semaine d'après, oh lolo. Et en fait, au fur et à mesure, c'est normal. En fait, dès qu'on occupe pour un nouveau poste, c'est normal d'être dans cette phase et donc de relativiser et vous allez voir avec le temps, petit à petit, en fait, ces phases, au lieu que ça soit une semaine oui, une semaine non, ça sera peut-être 2 semaines, 3 semaines oui, et la semaine d'après, en fait, j'ai toujours rien compris. Et au fur et à mesure, ça sera ça. Et surtout, ne pas bloquer, parce que c'est tout à fait normal, quand on est confronté à « Oh mon Dieu, je comprends rien, je vais pas y arriver ». Vous allez y arriver. Et il faut juste se dire « Ok ». Parfois, c'est bien de se dire on va. Moi, ça m'est déjà arrivé par exemple, de commencer tout un truc, une grosse analyse, je monte mes projets, etc. Et en fait, à un moment, je me suis dit, oula, ça commence à être du n'importe quoi ce que je suis en train de faire. Je suis partie dans tous les sens. Je me calme, on se calme, on redescend, on se dit, et j'ai recommencé tout depuis le début. Et surtout, quand vous faites, par exemple, là, je vais aller dans un exemple concret. Quand vous faites vos requêtes, par exemple, sur SQL, les annotations, c'est pas du tout à prendre à la légère parce que et vous allez voir parfois quand vous allez occuper un poste et on va vous refiler parfois une requête d'une autre personne quand il n'y a pas d'annotation, vous allez la haïr parce que souvent c'est des acronymes, donc toujours renommer. Et si vous ne renommez pas, au moins mettez, normalement vous devez toujours renommer, mais au moins si vous pouvez pas renommer avec un truc hyper clair, au moins mettez une note pour dire je cherche à faire ça ou ça. Quand vous faites, par exemple, là c'est vraiment des exemples bien concrets, mais par exemple, quand vous faites des sous-requêtes ou vous faites des CTE, bien expliquer ce que vous faites parce que on peut se retrouver parfois avec des requêtes de 300 lignes et il n'y a rien de pire que de récupérer la requête d'une personne de 300 lignes avec 0 annotation et avec des acronymes, parce que la personne de l'autre côté, les acronymes, c'était fluide pour elle, mais pour vous qui venez d'occuper le poste, vous êtes en mode, mais de quoi il parle? Donc c'est hyper important de faire ça, je pense, à mon sens. Moi, j'ai une question d'une personne en ligne, et c'est vraiment juste selon toi, ton avis. Est-ce que tu penses que quand on est vraiment très éloigné, qu'on n'a pas vraiment de connaissances mathématiques et qu'on est éloigné du domaine de l'IT,
de facilement évoluer vers un métier de data analyst? Toi, c'est un peu différent parce que tu avais peut-être déjà. Oui, moi j'avais. Des chiffres. Ouais, moi j'avais déjà toute une base en statistiques, mais je pense que c'est pas impossible. C'est ce que je dis par rapport à l'esprit analytique. C'est ça qui est important. Donc avoir un esprit analytique et on fait tous des analyses de données, à notre échelle, parfois dans notre quotidien, mais aimer se casser la tête et vraiment faire on n'est pas obligé de se dire se braquer en se disant mon Dieu c'est des mathématiques, je vais rien comprendre, etc. Ne pas se bloquer par rapport à ça. Ricardo, c'est le dernier talk, s'il te plaît. Depuis tout à l'heure, on attend. Pose la question, s'il te plaît, Ricardo. C'est le dernier talk. J'ai peur, c'est quoi ça? En fait, ici, il veut tout savoir. Surtout Malcolm. Oh, wow, c'est surprenant. Ici, si toi, par exemple, tu travailles en télétravail. Il l'a dit. Ou si toi, tu es en full présentiel. Et si c'est au choix, si c'est un full. Je vais te poser une autre question. C'est si important pour toi le télétravail? Le télétravail? Pour moi, c'est assez important. Ok. Pourquoi c'est important pour toi? Je dirais pour ma liberté. J'aime bien garder une certaine liberté. Et du coup, voilà. Après, je pourrais m'adapter, je pense. Pour moi, il faudrait que j'ai au minimum 2 jours de télétravail. Vraiment au minimum. Ok. Ouais. Moi, dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, il y a toujours eu du télétravail. Et je pense que c'est post-Covid, c'est devenu un peu une norme. Après, télétravail, quand tu dis liberté, c'est quoi pour toi, liberté? Liberté, j'aime bien en fait. Je crois que c'est biaisé par rapport à mon entourage. Parce que mon entourage, ils sont un peu tous en télétravail. Et du coup, en fait, ils font un peu. On va dire qu'ils ont plus de temps pour eux. Après, c'est des postes différents. Il y en a qui sont développeurs et qui ne travaillent pas forcément tous les jours et qui décident un peu quand est-ce qu'ils travaillent et tout. Du coup, c'est peut-être pour ça que ma notion de la liberté est un peu biaisée. Mais c'est un peu ça, avoir plus de temps pour soi. Quand on a télétravail, on a forcément plus de temps pour soi. On n'est pas. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je pense voir ce que tu veux dire. En gros, le télétravail, tu vas pas moins travailler. Parfois, voire toujours, tu vas plus travailler que quand tu es en présentiel. Parce que dis-toi que le télétravail, parfois, en gros, tu enchaînes, tu es chez toi, tu prends pas de pause, exactement. Tu ne prends pas de. C'est très rare de prendre des pauses. On habite tous à Paris, on n'a pas des grands espaces, etc. Donc parfois, en gros, le bureau du travail est ta table à manger et en même temps, en gros, tu es toujours dans le même environnement. Donc, le télétravail ne veut pas forcément dire moins de travail, voire, c'est parfois plus, mais tu as raison par rapport à, tu as plus de temps pour toi. En gros, déjà de 1, tu n'as pas le temps du transport. Et par exemple, sur ta pause déj, tu peux faire des choses que tu n'aurais potentiellement pas le temps de faire à la fin de ta journée. Parce que tu as le temps du trajet, etc., en moins. Donc oui, je pense pour revenir à ta question initiale, c'est aujourd'hui, comme je t'ai dit, je pense que c'est devenu une norme le télétravail et toutes les sociétés proposent du télétravail. Après, moi j'aime bien être aussi en présentiel parce que je trouve que c'est hyper important d'être en contact avec ses collègues. On est un peu parfois quand on est devant un écran toute la journée et tu parles à personne à part un écran. Par exemple, si tu as des réunions, par exemple, parfois le contact humain c'est pas mal aussi. Ouais. Après, c'est sur toi, tu n'as pas de journée type.
tu t'organises un peu tes journées comme tu. Par rapport au télétravail? Non, de manière générale. Bah, en fait, ça dépend de ma charge de travail. Par exemple, il y a des fois où, enfin, ça dépend des besoins. Il y a des fois où, on va, par exemple, si j'ai un gros projet à faire, si j'ai une grosse analyse, ben, ça va me prendre, par exemple, la semaine et cette semaine-là, bah, je vais faire la même chose toute la journée. Enfin, pas la même chose, mais en gros, les différentes étapes, etc. Ou bien parfois, j'aurai des petites choses à faire ou autre. Donc, en fait, c'est varié. Et c'est ça qui est bien aussi dans ce métier, c'est que vous allez voir plusieurs choses. Donc, et vous allez pas, ça sera pas redondant. Au bout d'un moment, ça peut potentiellement être redondant si on fait toujours les mêmes types de tâches, mais normalement, enfin, vous pouvez toujours faire plusieurs choses. Ouais. Du coup, je suppose que la question du télétravail était la question qui a clôturé. Moi, j'ai une dernière question Oui. en ligne, plus sur le côté, est-ce qu'il t'est déjà arrivé qu'on te fasse une demande auquel tu n'avais pas la réponse immédiate? Et comment est-ce que tu as fait pour gérer cette demande-là, justement? Bah, oui, ça m'arrive de ne pas avoir la réponse immédiate parce que ce que je disais, par exemple, par rapport à la data prep, ça prend vraiment du temps. Donc, à ce moment-là, on temporise, enfin, on explique à la personne que ça risque de prendre du temps. On demande aussi quelle est l'urgence de l'autre côté. Parce que si ça se trouve, la personne a besoin de la réponse tout de suite, mais elle va l'utiliser que dans une semaine. Donc, la notion d'urgence n'est pas la même en fonction des personnes et surtout pour vous. Et il faut aussi, de l'autre côté, vous prioriser ce que vous avez à faire. Par exemple, si la personne a dit c'est hyper urgent, mais vous êtes sur un sujet aussi hyper urgent, pour elle, c'est peut-être urgent, mais pour vous, vous avez d'autres choses hyper urgentes. Donc, essayez de trouver un terrain d'entente et si c'est pas possible, expliquez à la personne pourquoi c'est pas possible et trouver un moyen. Voilà. Juste une personne en ligne qui veut vraiment savoir, c'est une question un peu plus personnelle sur le côté expérience dans ton job aujourd'hui. Est-ce que tu estimes que c'est un job stressant? Je pense que déjà de 1, le stress est relatif à chaque personne. Donc c'est sûr qu'il y a des pics parfois de stress parce que on est sur une échéance qui arrive hyper rapidement et on n'a pas potentiellement estimé la charge de travail ou autre. Mais je pense que pour gérer le stress, le meilleur moyen, c'est l'organisation. En fait, poser, voir les priorités, se dire, essayer de faire une estimation de temps de toutes les priorités qu'on a à faire et toujours revoir, par exemple, si je fais le parallèle aussi avec la question précédente sur si on me demande quelque chose tout de suite et j'ai pas la réponse, revoir les personnes qui vous ont demandé des choses pour voir si est-ce que, en fonction de l'urgence, est-ce qu'on peut faire passer une demande avant l'autre. Voilà. Super, merci. Je pense qu'on a fait le tour des questions en ligne. Je ne sais pas si vous avez d'autres dernières questions à poser à Lina avant de terminer. Non, moi, une petite dernière question. Est-ce qu'on pourra revoir tes slides? Est-ce qu'elles sont disponibles? Parce que c'est hyper intéressant, je vais bien les relire. Je les ai partagés à Aurélie. Donc, ouais, ok, merci. Je le partage sur le site. Merci. Super, ben merci beaucoup Lina. Merci à vous. Du coup, j'ai rien à faire de ce côté. Non, c'est bon. Ok, super.